Bonjour, aujourd'hui je vous propose la correction du devoir en ligne concernant la question de la vérité. Alors c'est un devoir qui a été, on va le dire, pas très bien réussi par l'ensemble des élèves qui ont répondu aux questions, ce qui est assez surprenant puisqu'il s'agissait en grande partie de questions de cours et qu'il suffisait finalement de s'appuyer sur le cours qui vous avait été proposé. C'est donc le signe que vous n'avez pas suffisamment travaillé ce cours, voire même chez certains, vous n'avez absolument pas lu le cours, alors que ça fait partie évidemment des choses que vous devez faire, notamment en cette période. J'en viens donc aux questions qui vous étaient posées. La première question, je vous demandais de donner un exemple d'opinion en expliquant pourquoi c'est une opinion. Alors nous avions vu en cours une définition extrêmement précise de l'opinion. Je vous rappelle que nous avions vu en cours que l'opinion est une forme de la connaissance, c'est-à-dire c'est une idée que je me forme sur le monde, mais que l'opinion appartient à cette forme de la connaissance qu'on appelle croyance, parce que justement, quand je suis dans l'opinion, j'avance une idée sur le monde sans avoir de preuve qui me permet de valider cette idée. La définition exacte que j'avais proposée, c'est l'opinion est une croyance qui a conscience de son insuffisance, tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Autrement dit, quand je suis dans l'opinion, j'affirme quelque chose sans avoir de preuves, tout en sachant que de mon point de vue, je n'ai pas fait le travail nécessaire de recherche pour valider les connaissances que j'affirme, et même du point de vue objectif, c'est-à-dire du point de vue de l'objet dont je parle, je ne sais même pas si cet objet existe. Je vous avais donné dans le cours toute une série d'exemples, j'en reprends ici au moins deux. Le premier, c'est par exemple quand je dis je crois que demain il va pleuvoir, voilà une opinion. C'est une opinion parce que j'affirme quelque chose sur l'état du monde extérieur à moi, sur le temps qu'il fera demain, alors que je n'ai absolument aucune preuve de ce temps, du temps qu'il fera. Est-ce que demain il pleuvra véritablement? Peut-être, peut-être que oui, peut-être que non. Je vous rappelle que l'opinion n'est pas nécessairement fausse, mais en réalité nous n'en savons rien, parce que justement nous n'avons pas de preuves, donc pas de moyen d'établir cette opinion et de savoir quelle était, si elle est vraie ou fausse. Donc ceci est une opinion, par opposition par exemple à un météorologue qui lui, en s'appuyant sur une science exacte du temps, peut vous dire avec plus ou moins de certitude quel temps il fera demain, mais en tout cas en s'appuyant sur des preuves et des démonstrations, des relevés de température, des relevés d'hygrométrie, etc., etc. Voilà. Donc demain, je crois qu'il va pleuvoir est une première forme d'opinion. Deuxième exemple qu'on pouvait prendre, eh bien, écoutez, en ce moment le contexte est particulièrement propice à ce genre de choses. Par exemple, les déclarations du président américain, Donald Trump, quand il dit je crois que l'épidémie de Covid-19 a été inventée par les Chinois. Voilà, c'est une opinion. Donald Trump profère une idée sur le monde, sur l'origine d'un virus, sans avoir évidemment la moindre preuve et sans bien évidemment avoir fait le travail minimum de recherche pour savoir si ce qu'il affirme est exact ou non. On est donc typiquement dans l'opinion. Donc l'opinion, c'est aussi simple que ça. J'affirme quelque chose sans preuve, sans démonstration et même sans savoir si l'objet dont je parle existe. Est-ce qu'effectivement, par exemple, si je parle des extraterrestres, je suis dans l'opinion parce que nous ne savons même pas si l'objet effectivement extraterrestre existe ou pas. Alors la deuxième question que je vous posais était de savoir si l'opinion était dangereuse. Alors certains élèves ont répondu en disant l'opinion est dangereuse parce qu'elle provoque des débats à l'infini. Alors certes, l'opinion provoque des débats, on va le voir, on va comprendre pourquoi, mais ce n'est pas parce qu'il y a débat qu'il y a forcément danger. Des scientifiques peuvent aussi débattre à propos d'un point de vue scientifique, des théories peuvent se confronter qui ne sont pas forcément d'accord entre elles, pourtant le débat scientifique n'est pas en lui-même dangereux. Alors pourquoi? Bien, parce que d'abord, si je repars de ce point-là, par exemple, le débat scientifique est un débat dans lequel les scientifiques avancent des preuves, des démonstrations, sur des avis qui sont parfois différents, mais ils sont, j'ai envie de dire, ils s'appuient d'abord et avant tout sur cette logique raisonnable de la démonstration. Ils n'engagent donc absolument pas quelque chose de l'ordre des passions, quelque chose qui les pousse à la colère. Ils sont plutôt apaisés. À l'inverse, je vous rappelle que l'opinion, nous l'avons vu dans le cours, est animée profondément par le désir. Par conséquent,
Quand je suis dans l'opinion, je cherche à manifester un désir, une passion. J'ai donc une propension à agir de façon, on va dire, impétueuse, colérique, etc. D'autre part, mon opinion, ne s'appuyant sur aucune preuve extérieure, elle repose complètement sur ma subjectivité, et en affirmant mon opinion, j'ai l'impression d'affirmer quelque chose de moi-même. Par conséquent, quand l'autre vient critiquer mon opinion, j'ai l'impression qu'il met en cause ma personne, ma subjectivité, j'ai donc envie de la défendre, et c'est pour ça que les débats d'opinion sont particulièrement virulents, à l'opposé des débats scientifiques. Mais ce n'est pas véritablement cela qui crée le danger de l'opinion. À la limite, s'il n'était qu'une question de débat un peu houleux entre des opinions, on pourrait facilement finalement les interrompre. Le vrai problème de l'opinion, c'est que précisément parce qu'elle ne fournit pas de preuves de ce qu'elle avance, il est impossible, quelque part, non seulement de la contredire, mais même d'arriver à un terrain d'entente. Deux personnes qui ont des opinions divergentes ne pourront jamais tomber d'accord puisque aucun des deux n'est capable de fournir des preuves et des démonstrations pouvant convaincre l'autre. Autrement dit, avec l'opinion, nous sommes condamnés à un débat qui cette fois est infini, perpétuel, permanent. Et on le voit bien qu'il y a des débats d'opinion qui hantent l'histoire depuis le début, à commencer par exemple par les questions de foi. On voit bien que les religions se sont opposées de façon extrêmement violente sur la question de la foi. C'est un débat infini et surtout un débat qui ne peut finalement trouver de terme parce que à aucun moment quelqu'un peut dire voilà la preuve qui clôt le débat et qui met fin puisque par définition l'opinion se dispense de la preuve et de la démonstration. Or si nous restons dans l'opinion, cela veut dire que nous n'avons plus aucun moyen de trouver des normes qui satisfassent absolument tout le monde, qui soient en cohérence avec tout le monde, et par conséquent, l'opinion ne nous permet pas de trouver des normes universelles qui nous permettraient de nous mettre d'accord. C'est pour ça que l'opinion prolonge à l'infini les débats et nous met en colère, et surtout, elle nous empêche de trouver des normes universelles qui permettent par exemple d'établir un droit. Comment établir le droit de quelque chose si je ne peux pas expliquer pourquoi cette position doit être choisie plutôt que telle autre? Bref, c'est ce que je disais, quand on affirme quelque chose au nom de son opinion, on ne peut pas le démontrer à l'autre et par conséquent, si on va plus loin, c'est-à-dire si on impose son opinion, on agit dans ce qu'on appelle la violence. La violence, je vous le rappelle, c'est l'usage de la force, ou plutôt l'usage de la contrainte, en l'absence de normes qui permet justement de justifier son point de vue. Si je dis tais-toi parce que je pense ceci, dans ce cas-là je suis violent puisque je ne donne aucun moyen à l'autre de comprendre pourquoi je lui impose cela. On le voit, si nous voulons une justice, si nous voulons des normes qui nous permettent de vivre ensemble, il nous faut absolument sortir de l'opinion. Ma troisième question portait sur une forme particulière de la croyance, une forme particulière de l'opinion, c'est ce qu'on appelle la foi. Alors je vous rappelle que ce terme de foi désigne la croyance en un Dieu particulier. Alors pourquoi je vous demandais si l'opinion est une forme comme les autres? Parce qu'on pourrait penser effectivement, au vu de ce que nous venons de dire, que la foi rentre tout à fait dans la définition de l'opinion, c'est une croyance qui affirme effectivement sans preuve, puisque les gens n'ont pas de preuve de Dieu, donc on pourrait se dire voilà une opinion, elle peut mener à des violences, je vous l'ai dit, il y a eu des guerres au nom de foi différentes, ce qu'on a appelé des guerres de religion, donc on pourrait se dire que la foi est finalement une opinion ordinaire. Mais si je vous posais la question, c'est que bien évidemment, il y a une nuance à apporter. Cette nuance vient de quoi? Cette nuance vient de justement l'objet sur lequel la croyance de la foi porte. Dieu n'est pas un objet ordinaire. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un objet ordinaire? Et quand je raisonne ainsi, évidemment, je raisonne en toute laïcité, c'est-à-dire, on va le voir sans me demander si ce Dieu existe ou pas, parce que précisément, Dieu, en tant qu'objet de la pensée, est un objet indémontrable. Dieu ne peut pas être démontré. Pourquoi? Eh bien, cela relève de sa définition, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas d'ailleurs. Qu'est-ce que Dieu? C'est censé être cette puissance infinie, c'est-à-dire qui est capable de tout, qui du coup est capable de vivre éternellement, qui était là avant même le temps et l'histoire. Dieu est cette forme infinie qui serait à l'origine de toute chose, quelle que soit d'ailleurs la religion qui en parle. Or, précisément, c'est cette définition de Dieu qui nous conduit
à rendre incapable sa démonstration. Pourquoi? Eh bien précisément, et c'est ce qu'a démontré le philosophe Kant, c'est parce que si Dieu est un être infini, nous ne pouvons en aucune façon, finalement, en prendre connaissance au travers de nos sens. Autrement dit, nous ne pouvons pas voir Dieu, puisqu'il est infini, et que notre regard, lui, est fini. Nous ne pouvons pas, finalement, toucher Dieu, puisque Dieu est infini, et que notre sens du toucher, lui, est fini. Je ne peux toucher que des objets finis, déterminés, etc. Bref, Dieu, s'il existe, est un objet. Est un objet donc qui dépasse infiniment ma connaissance sensible. Or, du coup, et c'est ce que dit Kant, prouver quelque chose, c'est montrer que finalement le concept, l'idée qu'on a dans sa tête, a une signification réelle en dehors de nous. Or, comment vérifier que Dieu, dont nous pouvons avoir l'idée, existe réellement en dehors de nous, si finalement nos sens sont incapables de sentir justement Dieu parce qu'il est infini et que donc par définition il échappe à notre faculté sensible. Kant nous dit que nous ne pouvons donc jamais faire l'expérience de Dieu et par conséquent nous ne pourrons jamais démontrer si Dieu existe. Autrement dit, Kant, dans un texte célèbre qui s'appelle La critique de la raison pure et qui date de la fin du XVIIIe siècle, Kant nous dit qu'on ne pourra jamais démontrer l'existence de Dieu. Alors dire qu'on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu, inversement, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas démontrer son inexistence. Si je ne peux pas prouver, parce que mes sens sont incapables, je ne peux pas prouver qu'il existe véritablement parce que je ne peux pas faire une expérience de Dieu, évidemment qu'à l'inverse, je ne peux pas faire une expérience me permettant de démontrer qu'il n'existe pas. Autrement dit, Dieu est une énigme absolue. Du coup, on est libre d'y croire ou de ne pas y croire, puisqu'on ne peut pas avoir de preuves. D'où la différence entre la foi et les autres formes d'opinion. Dans les autres formes d'opinion, j'affirme sans avoir la preuve, mais je pourrais en avoir une. Par exemple, celui qui dit je pense qu'il y a des extraterrestres est dans l'opinion parce qu'il n'a pas la preuve que ça existe, mais il pourrait se mettre en recherche de preuves et découvrir que jusqu'à présent nous n'avons jamais eu sur la Terre la moindre trace ou la moindre preuve d'être vivant dans l'univers, donc que finalement la croyance aux extraterrestres n'est absolument pas démontrée pour l'instant. Mais dans l'opinion, il y a toujours la possibilité d'aller chercher la preuve. Si je vous dis demain je crois qu'il va pleuvoir, voilà une autre opinion, je peux aller regarder la météorologie, ou je peux attendre jusqu'à demain, et j'aurai la réponse à ma question, est-ce que j'avais raison quand je disais que demain il allait pleuvoir? Concernant Dieu, ce n'est pas la même chose. Puisqu'on ne peut pas avoir de preuve qu'il existe, et du coup pas de preuve non plus qu'il n'existe pas, ça ne sert à rien d'attendre, et ça ne sert même à rien, quelque part, de vouloir chercher des preuves de l'existence de Dieu. Autrement dit, à la différence des autres opinions, celui qui a la foi, c'est qu'il croit en un objet dont il ne pourra jamais avoir la preuve. Autrement dit, il assume sa croyance en une chose qui ne peut pas recevoir de démonstration. Donc, ce n'est pas la même chose que les autres opinions. Dans les autres opinions, je vous rappelle que j'ai conscience de mon insuffisance, c'est-à-dire je sais que je n'ai pas encore cherché de preuves, ou je sais que je n'ai pas voulu en chercher, et que finalement, quelque part, c'est ma faute. J'aurais dû faire tout ce qu'il fallait pour vérifier ce que je suis en train de raconter. Mais dans la foi, je peux toujours chercher, je n'aurai pas de preuves. Autrement dit, je ne suis pas en faute de penser que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, puisque quelque part, personne n'est capable de m'apporter la preuve ou le démenti de ce que j'affirme. Autrement dit, celui qui a la foi et celui qui ne l'a pas, ils ont tous les deux raison, finalement, d'y croire, puisque de toute façon, ils sont dans une croyance qui ne pourra jamais être ni prouvée ni invalidée. Autrement dit, la foi est un pur acte de liberté que rien ne saurait contredire. Et finalement, on ne peut pas en vouloir à ceux qui ont la foi de croire en cet objet, puisqu'on ne peut même pas leur demander une preuve de ce qu'ils avancent, comme on ne peut pas en vouloir à des gens qui finalement ne croient pas en Dieu, puisque de toute façon, il n'y a aucune preuve que ce Dieu existe. Bref, la foi, cette croyance en Dieu, est une croyance très très particulière. C'est même la seule pour laquelle on n'est pas en mesure de demander à l'autre des preuves de ce qu'il raconte. Alors même si nous venons de le voir, il existe des croyances qui sont fort respectables, comme la foi en Dieu, je vous posais quand même la question suivante, pourquoi vaut-il mieux, de manière générale, savoir que croire? Alors, la réponse elle est très simple. Finalement, quand je sais,
Ça veut dire que j'affirme ma connaissance en ayant des preuves de ce que je raconte. Autrement dit, je suis sûr de ce que je dis. Et c'est le contraire de la croyance où, n'ayant aucune preuve, j'affirme parce que j'ai finalement envie d'affirmer, mais sans savoir si ce que je dis est vrai et donc certain. Cela fait une différence extraordinaire et notable. Imaginez un monde dans lequel il n'y ait plus de savoir. Imaginez un monde dans lequel il n'y ait plus, par exemple, la science ou plus de technique. Est-ce que vous monteriez dans un avion qui n'aurait pas été construit par un savant, mais par quelqu'un qui vous dit « je crois qu'il va voler » ? Moi, je serais vous, j'éviterais de monter dans un tel avion. On le voit bien, autour de nous, notre univers a été constitué progressivement par des sciences et des techniques qui l'ont rendu beaucoup plus sûr et certain. Si aujourd'hui vous êtes capable effectivement de prendre un médicament sans vous poser la question de ce qui va vous arriver en le prenant, c'est parce que derrière, il y a une médecine qui sait ce qu'elle fait. Si vous prenez votre voiture sans avoir peur de mourir à chaque instant, c'est parce qu'il y a derrière un ingénieur qui a effectivement construit cette voiture selon des règles dont vous pouvez être sûr. Si vous sautez enfin dans la piscine sans crainte, c'est parce que vous savez nager, que vous avez acquis une technique sûre, et c'est tout autre chose que de dire, un peu à la manière d'un Jésus-Christ, je vais marcher sur l'eau si Dieu le veut. S'il n'y avait que des Jésus-Christ, il y aurait surtout beaucoup de noyés. Donc, première idée, le savoir est préférable à la croyance parce qu'il est beaucoup plus sûr et il nous permet de vivre dans un monde beaucoup plus sûr. Deuxième aspect, nous l'avons rencontré plus haut à propos de la question de l'opinion dangereuse, c'est que si nous en restons à la croyance, je vous le rappelle, nous ne pouvons pas trouver d'idées qui fassent consensus parmi les hommes. Parce que justement, sans preuve, sans démonstration, il ne peut pas y avoir d'idées qui réussissent à convaincre tout le monde. Autrement dit, si nous restons dans la croyance, nous ne pouvons pas trouver des normes et des règles universelles suffisantes pour fonder une justice. Il vaut donc mieux être en permanence à la recherche d'un savoir qui vaille pour tous, ce qui nous permet de fixer des règles universelles pour tous les hommes. Par exemple, c'est parce que nous nous sommes interrogés sur une définition universelle de l'homme que nous avons réussi à établir quelque chose comme des droits de l'homme, qui sont certes incomplets, qui sont sans doute à remettre en question en permanence et à approfondir, mais ces droits universels nous servent aujourd'hui de base pour une justice qui convienne à tout le monde. Le savoir nous permet ainsi d'espérer vivre mieux avec les autres. Alors il vaut mieux le savoir, mais comment l'établir ? Alors justement, l'idée la plus évidente, la plus ordinaire, je peux savoir parce que je me fie à mes sens et ma sensation. Et justement, je vais vous poser la question, peut-on faire confiance à ses sens pour savoir quelque chose ? Alors, on pouvait commencer par répondre par justement l'évidence, en disant « Eh bien, mes sens sont nécessaires pour connaître le réel. Si je n'avais pas l'expérience sensible, je ne pourrais jamais vérifier ce que je raconte, par exemple, dans les sciences. » On va le voir à la question suivante. L'expérience est nécessaire dans beaucoup de sciences. Et comment faire une expérience si je n'ai pas des sens, c'est-à-dire si je n'ai pas finalement ce moyen de me mettre en contact avec le réel extérieur à moi ? C'est ça la définition des sens et de la sensation, je vous rappelle. Par les sens et la sensation, je me mets en contact avec le réel extérieur à moi. Comment vérifier que mon idée est bonne ? Comment vérifier que ce que je raconte est exact si je ne dispose pas de, entre guillemets, portes et fenêtres qui me permettent d'accéder au monde extérieur ? Si je reste enfermé en moi, sans sensation, comment puis-je vérifier que mes idées, mes connaissances sont conformes au monde extérieur à moi ? Donc, quelque part, eh bien, nous avons besoin des sens pour savoir quelque chose. Oui, mais, une fois ceci posé, on pouvait émettre un ensemble de critiques à l'encontre des sens, et c'est d'ailleurs ce que j'avais fait dans le cours. Tout d'abord, en remarquant que nos sens sont très relatifs. Relatif, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que d'une personne à l'autre, les sensations sont changeantes. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher, par exemple, une forme particulière comme, par exemple, le daltonisme, c'est-à-dire cette forme qui touche certaines personnes et qui affecte leur vision et qui les empêche de voir les couleurs de la même façon que la plupart des gens. Le daltonien, par exemple, ne voit pas le spectre lumineux tout à fait de la même façon que les autres individus.
On voit bien ici que la discussion qui se porterait par exemple entre un daltonien et une personne plus générale, par exemple sur les couleurs d'un tableau, cette discussion risquerait d'être un peu chaotique, l'un affirmant voir du vert, l'autre disant qu'il n'arrive pas à percevoir cette nuance. Donc nos sens sont très relatifs. Alors évidemment là c'est un cas extrême, mais tout simplement, par exemple, et c'était le texte de Platon que j'avais mis dans le cours, simplement sur cette idée de fait-il chaud dans cette pièce, en fonction de la constitution sensible de chacun d'entre vous, les uns auront chaud, les autres auront froid. Bref, si on se fie à la sensation, on ne sera jamais d'accord sur le réel extérieur à nous. D'autre part, les sens sont non seulement relatifs, mais ils sont aussi mobiles. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont mobiles? Eh bien, ça veut dire que d'un moment à l'autre, ils changent. Pensez à cette expérience simple de je vais à la plage l'été et je me baigne. Quand je rentre dans l'eau la première fois, surtout si je sors du sable chaud, eh bien j'ai l'impression que l'eau est glacée. Au bout de quelques minutes où je suis immergé dans cette eau, finalement j'ai l'impression que l'eau est à une température tout à fait acceptable. Si je ressors sur la plage et retourne à l'eau à nouveau, de nouveau j'ai l'impression que l'eau s'est refroidie. On voit bien ici que ce n'est pas la température de l'eau qui bouge, bien évidemment, mais c'est notre corps qui s'adapte plus ou moins au milieu dans lequel il se trouve, et par conséquent, les sens qui suivent ce mouvement, et mes sens, sont donc plus ou moins affectés par la température de l'eau. Donc on voit que mes propres sens sont mobiles, c'est-à-dire qu'ils changent d'un moment à l'autre. Et puis enfin, dernier point, mes sens, et vous l'avez souvent oublié, mes sens peuvent être trompeurs. Qu'est-ce que ça veut dire que mes sens sont trompeurs? Soit parce que mes sens, par définition, n'ont pas une capacité infinie à percevoir le monde. Si vous allez à la gare et que vous regardez les rails du train là-bas à l'horizon, vous aurez l'impression que les rails se touchent à l'horizon. Or, vous le savez très bien, heureusement les rails ne se touchent pas, le train va pouvoir continuer pendant des centaines de kilomètres, c'est vos yeux qui sont incapables de voir les lignes à l'infini. La constitution de votre œil fait que vous avez l'impression qu'à l'infini, les lignes se rapprochent. Donc les rails ne se touchent pas, c'est votre œil qui ne fonctionne pas. Vos sens peuvent aussi être altérés par la maladie. Si vous avez une bonne grippe, alors vous allez avoir un sens du goût changé et vous allez pouvoir trouver que les aliments n'ont pas bon goût, que l'eau n'a pas bon goût, etc., etc. Ce ne sont évidemment pas les aliments qui sont altérés, mais vos sens qui le sont par la maladie. Et puis, il y a de multiples erreurs de sens, parce que nous voulons juger trop vite grâce à eux, nous pensons voir ceci et nous l'affirmons alors que nous nous trompons. Regardez par exemple les témoignages suite à un cambriolage ou une affaire politique, une affaire judiciaire, pardon. Eh bien, les témoignages sont complètement contradictoires. Certains disent qu'ils ont vu une grande personne, en particulier si les témoins sont petits. Les autres disent qu'ils ont vu une personne de telle et telle origine, en particulier si les témoins sont racistes, etc., etc. Bref, nos sens sont fortement influencés par ce que nous pensons en nous. Bref, nos sens ne sont probablement pas un bon outil pour savoir quelque chose. Il faut toujours vérifier ce que nous affirmons, même si nous l'avons vu. Autrement dit, la phrase du style « j'y crois parce que je l'ai vu » n'est vraiment pas une phrase valable en science. Alors justement, question suivante, je vous demandais, dans le domaine scientifique, quand on fait une expérience, est-ce qu'on se contente d'observer ce qui se passe? Donc c'était finalement la suite naturelle de la question précédente. Nous venons d'affirmer que les sens ne sont pas suffisants, il fallait donc bien se douter que quand on fait une expérience scientifique, on ne se contente pas d'observer ce qui se passe, on ne se contente pas de regarder, d'écouter, il y a quelque chose de tout autre. Dans le cours, je vous avais mis un texte de Descartes fort intéressant, un texte que Descartes, qu'on appelle le bâton plongé dans l'eau. Descartes nous parle de cette expérience très ordinaire consistant à plonger un bâton dans l'eau et de constater que on a l'impression que le bâton est cassé à l'endroit où il entre dans l'eau. Si vous mettez une paille, ça fait exactement le même effet. Si vous regardez le verre dans lequel se trouve la paille de côté, vous aurez l'impression que la paille est brisée au moment où elle entre dans l'eau. Descartes nous dit pourquoi est-ce que je dis que la paille n'est pas vraiment cassée alors que mon œil me montre qu'elle est cassée? La plupart des gens répondent à Descartes parce que je peux soit sortir la paille
hors du verre et constater qu'elle n'est pas brisée, ou alors je peux dire, je peux éventuellement toucher cette paille avec mon doigt même dans l'eau et constater qu'elle n'est pas touchée. Et oui, dit Descartes, certes, mais pourquoi est-ce que finalement vous faites ce raisonnement? Si, quand vous mettez la paille dans l'eau, votre œil vous trompe, votre œil vous dit qu'elle est cassée, pourquoi alors est-ce que quand vous sortez la paille de l'eau et que maintenant vous la voyez entière, vous dites qu'elle n'est pas cassée, pourquoi est-ce que vous faites confiance à ce deuxième cas plutôt qu'au premier? Pourquoi, si l'œil est capable de vous tromper en vous faisant croire qu'une paille est cassée dans l'eau, pourquoi tout d'un coup ne vous dites-vous pas que l'œil est en train aussi de vous tromper maintenant que vous voyez la paille dans l'air et qu'en fait elle est toujours cassée mais que votre œil vous la montre cassée? Pourquoi croyez-vous le cas 2 plutôt que le cas 1? Et c'est la même chose avec le toucher. Si vous me dites, je vois bien que la paille n'est pas cassée dans le verre parce que quand je la touche, je sens avec mon doigt qu'elle n'est pas cassée, Descartes dit c'est le même raisonnement. Vous sentez avec votre œil que la paille est cassée, pourquoi pensez-vous plutôt que c'est le doigt qui a raison, alors que le doigt, lui aussi, vous fait sentir quelque chose? Pourquoi choisir le sens du toucher plutôt que le sens de la vue? Pareil que la première fois, vous choisissiez plutôt la vue dans l'air que la vue dans l'eau. Quelque part, nous dit Descartes, vous n'êtes pas très cohérent. En réalité, dit Descartes, si on privilégie le toucher sur la vue, ou si on privilégie le regard sur la paille dans l'air plutôt que le regard dans l'eau, ce n'est pas parce qu'on fait confiance à nos sens pour nous guider dans l'expérience. Si nous faisions confiance à nos sens, nous devrions dire, la paille dans l'eau est cassée, quand je la sors, elle ne l'est plus, et la paille est pour mon œil cassé, et pour mon doigt, elle ne l'est pas. Or, vous avez vu que ce n'est pas ce que l'on dit. On dit, la paille n'est pas cassée, et c'est mon œil qui me trompe quand la paille est dans l'eau. Mais comment le savez-vous alors, dit Descartes? Vous ne le savez pas grâce à vos sens. Vous le savez grâce à une idée que vous vous êtes fait d'abord sur le monde, et une idée qui va guider justement votre choix. Quelle est cette idée? C'est une idée toute simple que vous avez forgée depuis que vous êtes enfant. C'est cette idée qu'un objet qui rentre dans l'eau ne se casse pas. Vous-même, vous avez pris un bain et vous avez constaté que vous ne vous êtes pas cassé en rentrant dans la baignoire. Vous avez déjà mis une cuillère dans la soupe et constaté que la soupe n'avait pas cassé la cuillère. C'est donc parce que vous avez déjà une idée en vous, en philosophie on dit c'est parce que vous avez une idée a priori, c'est parce que vous avez déjà une idée en vous que vous êtes capable de comprendre que en réalité la paille n'est pas cassée quand elle rentre dans l'eau et que à ce moment-là il se passe quelque chose, etc., etc. C'est de l'optique, c'est ce qu'on appelle la diffraction. Donc vous êtes capable de comprendre qu'en fait la paille n'est pas cassée dans l'eau et que dans ce cas-là votre œil vous trompe, alors qu'inversement quand la paille est dans l'air, maintenant vous voyez vraiment la paille telle qu'elle est et elle n'est pas cassée. Bref, nous dit Descartes, nous ne suivons pas nos sens, nous suivons nos sens uniquement s'ils vont dans le sens d'une idée que nous avons déjà. Bref, nous dit Descartes, ce n'est pas les sens qui nous guident, c'est d'abord des idées que nous avons sur le monde qui sont ensuite complétées par nos sens. Alors en quoi est-ce que cela a éclairé notre question? Parce que précisément, c'est cela, faire une expérience en science. Imaginez que vous êtes sur les paillasses en laboratoire de chimie et que vous réalisiez des expériences. Par exemple, 8 groupes en TP qui vont mélanger dans une éprouvette 2 produits. Si dans 6 groupes sur les 8, on obtient un précipité, mais que dans 2 groupes, nous n'obtenons rien, c'est comme tout à l'heure avec Descartes. Qu'est-ce que nous devons conclure? Nous devons conclure que ça marche dans 6 cas et pas dans 2, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça voulait dire que le produit devait précipiter ou qu'il ne le devait pas? A priori comme ça, c'est impossible de le savoir. C'était peut-être 2 produits qui ne devaient pas réagir entre eux et qui ont réagi dans 6 cas parce qu'il y avait quelque chose dans l'eau qui a provoqué la réaction, et en réalité, c'était les 2 cas où il ne s'est rien produit qui ont la vérité. Mais inversement, et c'est le cas le plus ordinaire, c'est peut-être 6 cas qui ont raison et les 2 derniers groupes qui ont mal manipulé, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de précipité. Mais vous voyez, si on se contente d'observer, on ne peut pas trancher. L'expérience change sans cesse, et si on n'a pas une idée a priori de ce qu'on cherche, on ne peut pas trancher. Quand vous entrez dans le laboratoire et qu'on vous demande de faire une expérience, généralement, vous savez a priori ce que vous devez trouver.
C'est-à-dire, vous pensez a priori qu'il doit y avoir un précipité et vous êtes tout content quand celui-ci apparaît. Et quand celui-ci n'apparaît pas, vous dites « mon expérience a raté ». Mais vous voyez que pour dire que l'expérience a raté ou qu'elle a marché, vous devez bien a priori savoir ce qui devait se passer. Un scientifique ne fait pas des expériences au hasard. Sinon, il ne pourrait jamais rien conclure de ce qui se passe. Il mélangerait, un peu à la manière d'un Gaston Lagaffe, vous savez, ce héros de bande dessinée qui passe son temps à mélanger tout ce qui lui passe sous la main, et à chaque fois ça explose dans Gaston Lagaffe. Ben voilà, ça explose, mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ben vous ne pouvez pas savoir, puisque comme vous n'avez pas d'idée de ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas déterminer quels sont les produits qui ont fait l'explosion, etc. Si vous mélangez deux produits au hasard qui sortent du laboratoire, si vous obtenez un précipité, vous ne savez pas si ce sont les deux produits qui ont réagi entre eux, ou bien si c'est un des produits qui a réagi par exemple avec l'eau, ou si c'est un produit qui a réagi simplement au contact de l'air. Comment voulez-vous le savoir? Bref, un scientifique a toujours une idée préconçue de ce qu'il va obtenir. Il commence d'abord par réfléchir et faire une hypothèse. Il dit « je pense que si je fais ceci, il va se produire ça ». Et à partir de cette hypothèse, cela va le conduire d'une part à choisir les modalités de l'expérience, ce qu'on appelle le protocole. Il va retenir les objets de l'expérience, il va retenir la manière de la faire, il va retenir ce qui est important d'observer. Et ensuite, il va conduire cette expérience, soit l'expérience fonctionne comme il en avait fait l'hypothèse, et il va dire « c'est bon, l'expérience fonctionne ». Inversement, si l'expérience ne fonctionne pas, il va se dire « tiens donc, deux choses, soit mon hypothèse n'est pas valable, soit alors mon expérience a été perturbée par quelque chose d'autre ». Et parfois en science, c'est assez compliqué de savoir si c'est parce que l'hypothèse n'a pas fonctionné, n'était pas bonne, ou si c'est l'expérience qui n'a pas été faite dans des bonnes conditions. Est-ce qu'il n'y a pas eu, par exemple, un élément perturbateur, quelque chose extérieur, une température de la pièce qui est venue interférer avec le mélange? Est-ce qu'il n'y a pas eu, par exemple, une influence de la lumière? Tout cela est extrêmement complexe et on le voit que un scientifique doit émettre toute une série d'hypothèses, mais l'expérience finalement n'est jamais tout à fait concluante. Il faut qu'il y ait d'abord au préalable toute une théorie pour expliquer ce qui va se passer. Bref, faire une expérience en science, ce n'est pas simplement observer, c'est d'abord concevoir l'expérience, avoir une idée a priori de ce qui doit se passer, ensuite aller au laboratoire, réaliser l'expérience et vérifier, cette fois de façon sensible, que l'expérience correspondait bien aux conditions de l'hypothèse qui avait été émise. Alors la dernière question que je vous avais posée était la plus complexe puisqu'il s'agissait en quelque sorte de réfléchir à une dissertation dont le sujet était le suivant: quel besoin avons-nous de chercher la vérité? Et je vous demandais bien évidemment, comme à chaque fois, de problématiser ce sujet avant d'imaginer un plan pour la dissertation. Première remarque, évidemment, personne n'a cherché à problématiser, c'est-à-dire que la plupart des élèves ont foncé dans cette dissertation, soit tout à fait au hasard, à partir du mot vérité, en glissant à 3-4 idées toutes faites sur la vérité c'est ceci, mais c'est pas cela, etc., etc., ce qui du coup ne répond absolument pas au sujet et ce qui, dans le cadre d'un devoir sur table ou du baccalauréat, vous vaudrait une note entre 0 et 5. Bon. Deuxième série d'élèves, ceux qui ont entre guillemets cherché à problématiser, sans comprendre que problématiser c'est travailler le sujet, et qui donc se sont amusés à reposer une autre question. Ce n'est pas la problématique, ce n'est pas poser une autre question. On vous en a déjà posé une, on vous demande quel besoin avons-nous de chercher la vérité. Vous n'avez pas à traduire entre guillemets cette question par une autre question. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont essayé de faire ça ont abouti à une question qui n'avait aucun sens et aucun rapport avec le sujet proposé. Je vous rappelle que problématiser, c'est s'interroger sur le sujet qui vous est donné en essayant de comprendre pourquoi ce sujet est complexe, pourquoi on ne peut pas y répondre de façon simple et pourquoi justement ce sujet va nous conduire à émettre plusieurs hypothèses contradictoires et les examiner successivement. Donc il fallait commencer par analyser ce sujet. Et pour cela, remarquez qu'il y avait 3 termes essentiels et une notion qui était le thème du sujet.
Alors cette notion, évidemment, c'était la dernière, c'est celle de vérité. Il s'agissait évidemment d'une dissertation sur la vérité. Alors qu'est-ce que la vérité? Il fallait commencer par ça, en essayant de reformuler une définition. Je vous rappelle que ce qu'on appelle la vérité de manière très large, c'est l'idée qu'il y a finalement une adéquation entre ma connaissance et l'objet que je cherche à connaître. C'est vrai quand l'idée que j'ai en tête à propos d'un objet correspond à cet objet. Par exemple, si je me dis, tiens, aujourd'hui il fait beau, c'est une idée, il fait beau, j'ouvre ma fenêtre, je regarde le temps qu'il fait dehors, et si dehors j'aperçois le grand soleil, etc., je dirais, mon idée dans ma tête correspond bien à ce qui se passe dehors, donc c'est vrai, aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait beau. Donc la vérité, c'est ça. C'est l'adéquation entre la connaissance et l'objet que je cherche à connaître. Mais ce n'était pas le seul terme du sujet. La vérité était le thème général du sujet, c'est un devoir sur la vérité, mais on parlait ici de chercher la vérité. Alors certains, à juste titre, ont fait remarquer que si on nous demande de chercher la vérité, ça veut dire que nous ne disposons pas de la vérité immédiatement. Et c'est vrai, vous n'avez pas la vérité sur toute chose de façon spontanée. Vous faites des erreurs d'appréciation. Par exemple, concernant le temps de demain, si vous émettez une opinion immédiatement, rien ne vous prouve que votre opinion sera la bonne. Vous pouvez très bien dire demain il fera mauvais, et en réalité, vous ignoriez un certain nombre de conditions anticycloniques, et la réalité, c'est que demain, il fera beau. Bref, la vérité n'est pas instantanée. Pourquoi? Eh bien, ça découle de la définition, effectivement, qui précédait de la vérité. Si la vérité est une adéquation entre ma connaissance et l'objet que je cherche à connaître, cette adéquation n'est pas immédiate. Rien ne garantit que l'idée que j'ai dans ma tête, finalement, va correspondre aux objets que j'ai à l'extérieur. Pourquoi? Mais parce que c'est moi qui forme des connaissances. C'est moi qui finalement forme ces idées. Et qu'est-ce qui me prouve que ces idées que moi je forme, finalement, vont correspondre à ce qui se trouve à l'extérieur de moi? Qu'est-ce qui me prouve que l'idée que je me fais sur mon camarade est la bonne? Qu'est-ce qui me prouve que l'idée que je me fais sur le réel et le monde est la bonne? Etc. etc. Donc, l'adéquation entre mes idées et le monde n'est pas immédiate, il me faut sans cesse vérifier que c'est valable par toute une série de processus, par une série de vérifications, par une série d'enquêtes, d'expériences, etc. Bref, la vérité n'est pas un donné immédiat, il faut sans cesse se mettre en recherche et vérifier si nos connaissances sont vraies. Et puis il y avait donc un troisième terme extrêmement important dans ce sujet que la quasi-totalité des élèves ont négligé alors que c'était lui qui déclenchait la réflexion. C'était le terme de besoin. Quel besoin avons-nous de chercher la vérité? Alors le besoin, je vous le rappelle, relève de ce qu'on pourrait appeler l'urgence vitale. J'ai besoin de quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que cette chose est nécessaire à ma personne pour me permettre de réaliser ma personne en toute nécessité. Par exemple, le besoin vital, c'est cette chose qui me permet de survivre. Par exemple, manger, boire, respirer, ce sont des besoins vitaux. Donc on appelle besoin ce qui est précisément nécessaire à la réalisation de ma personne, au maintien de ma personne. Et c'était là que s'ouvrait justement l'ambiguïté ou le problème du sujet. En quoi est-ce que l'homme aurait un besoin de chercher la vérité? En quoi est-il donc nécessaire à ma personne de me mettre à vérifier que mes idées sont bien en adéquation avec les objets dont je parle? Et c'est là où justement se levait une contradiction. En effet, on le voit à partir de cette définition du besoin, soit on considère que la recherche de la vérité est un besoin, parce qu'à travers la vérité, cela me permet de connaître le monde autour de moi de façon sûre, et du coup de trouver les moyens de mon existence. Si je ne connais pas, on l'a vu dans une question précédente, pourquoi y a-t-il un intérêt du savoir? Pourquoi y a-t-il un intérêt à chercher des preuves et des vérités? Parce que justement, je connais réellement le monde autour de moi, et donc je peux assurer mon existence à l'intérieur de ce monde. Mais en contrepartie, on peut se dire, mais finalement,
si le besoin fondamental, c'est donc de privilégier notre individu et de répondre nécessairement à notre personne, dans ce cas-là, pourquoi ne pas privilégier nos idées, nos connaissances, sans finalement se demander si elles ont un quelconque rapport avec le monde autour de nous, et du coup se dire qu'on se moque de la vérité, qu'il vaut mieux finalement avancer ces idées dans la mesure où elles sont bonnes pour nous, en se moquant quelque part de ce qui se passe en réalité autour, dans le monde qui nous entoure. On le verra, c'est une position qui peut être défendue par exemple par Nietzsche, qui fait, le philosophe Nietzsche dont je vous parlais dans le cours, qui fait l'éloge du mensonge quelque part en disant mais si pour ma survie il vaut mieux que je mente, alors je dois mentir. Mais on pourrait, dans un exemple plus contemporain, évoquer le président d'une grande puissance, par exemple la présidence américaine, qui, afin de faire campagne politiquement, préfère affirmer tout et n'importe quoi du moment que ça l'arrange, sans savoir et sans s'interroger pour savoir si ce qu'il affirme, quelque part, a un rapport avec le monde tel qu'il est autour de lui. Bref, est-ce qu'on a vraiment besoin de chercher la vérité? Et c'était bien ce qu'on vous demandait. Et on voit qu'il y a effectivement ici une articulation problématique, puisque derrière cette question du besoin de se chercher la vérité, il y a, ou bien on se disait que cela répond effectivement à une exigence de connaissance du réel pour finalement assurer au mieux notre existence dans ce réel, ou bien on se dit que ce n'est pas important parce qu'il vaut mieux privilégier notre pensée et notre individu, notre individualité, et dans ce cas-là, chercher la vérité n'a pas de sens. Alors à partir de là, quel plan pour la dissertation? Eh bien un plan en 3 parties qui s'appuient sur 3 moments importants que nous venons de mettre à jour. Premier moment, quel besoin avons-nous de chercher la vérité? Première réponse, eh bien nous avons besoin de chercher la vérité parce que la vérité n'est pas donnée. Elle n'est pas immédiate. C'est ce que nous avons déjà défendu en analysant le sujet et c'est ce qu'il faut montrer dans une première partie. Il y a un besoin de recherche, et là on insiste sur le mot de recherche, parce que finalement, la vérité, en tant qu'elle est cette adéquation entre nos idées, nos pensées, nos connaissances et le monde, eh bien, nous n'avons aucune garantie immédiate ou spontanée de cette adéquation de nos idées avec le réel autour de nous. Il y a donc sans cesse un besoin de recherche, et donc dans cette première partie, vous le voyez, après avoir posé une définition de la vérité, on pouvait effectivement expliquer pourquoi il y a besoin de recherche et montrer comment cette recherche se produit. Montrer qu'il y a la nécessité de constituer des théories du réel, la nécessité d'une expérimentation. Bref, ici on répond à cette question de la recherche de la vérité et de ces procédés qui y conduisaient. La question qu'il fallait ensuite articuler, mais à quoi bon justement chercher la vérité? Eh bien, première réponse, parce que en cherchant la vérité, nous connaissons le monde de façon plus sûre et nous pouvons agir dans ce monde. Finalement, vous voyez bien que si nous n'avions pas cherché la vérité, nous n'aurions pas aujourd'hui toutes ces sciences et ces techniques qui nous permettent de vivre de façon agréable, confortable dans le monde autour de nous. Si nous n'avions pas eu les sciences et les techniques, vous auriez froid, vous vivriez au fond d'une grotte, vous n'auriez évidemment aucun des moyens technologiques dont vous usez et abusez. Par conséquent, il y a bien un besoin primordial de la vérité, parce que c'est le meilleur moyen de garantir une existence plus simple dans le monde et dans le réel qui nous entoure. Donc il fallait faire une partie ici sur cette idée que la vérité, c'est ce qui nous permet de nous assurer dans le réel, c'est ce qui nous permet d'avoir quelque part du confort. Si nous avons mis autant au 19e et au 20e siècle en avant les sciences et les techniques, c'est parce que justement nous nous sommes rendus compte à quel point elles étaient des facteurs d'amélioration de nos existences. Qui imaginerait aujourd'hui abandonner les sciences et les techniques en se disant que finalement nous allons revenir au temps des hommes des cavernes en vivant finalement sans chauffage, sans progrès, sans lumière, sans médecine, etc., etc. Nous vivons dans un monde de plus en plus sûr grâce finalement à cette recherche perpétuelle de la vérité qui est menée dans les universités, dans les instituts de recherche, dans la conquête permanente du savoir. Donc, il y avait bien cette idée, première partie qu'il fallait affirmer, première partie de la problématique, qu'il y a une urgence, une nécessité pour ma personne de connaître la vérité pour répondre
justement à ces exigences nécessaires de mon existence. Alors on pouvait du coup basculer et contredire ce point de vue en disant oui d'accord, mais ce qui se vaut pour le monde à l'extérieur de moi finalement ne me pousse-t-il pas à nier ma personnalité et ma propre justement individualité? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que certes il faut peut-être chercher à connaître, à savoir même des choses sur le réel qui nous environne, mais qu'il faut aussi pouvoir quelque part préserver sa personne et son individualité, donc justement mettre en avant cette part de subjectivité qui se moque précisément de la vérité et dire, mais si finalement, comme certains l'ont écrit, d'ailleurs certains élèves, si finalement le mensonge m'est préférable, m'est plus profitable, s'il me permet de m'affirmer avec force, alors est-ce qu'il ne faut pas abandonner la recherche de la vérité? Je reviens sur des exemples que j'ai déjà énoncés au moment de la constitution de la problématique. Pensez donc à ces hommes politiques qui, par exemple, préfèrent, pour se faire élire, pour se mettre en avant, pour se vanter, préfèrent justement vivre dans l'opinion et la pure subjectivité en disant je me moque de ce que le monde est, je me moque du réel, je préfère vous affirmer que, etc., etc. On le voit ici, un refus de la vérité. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais par exemple, concernant le président des États-Unis, on parle aujourd'hui en un anglicisme de post-truth, de post-vérité, c'est-à-dire que Trump est une personnalité qui vit en se moquant de la vérité. C'est-à-dire, il ne cherche même plus à savoir si ce qu'il dit est vrai ou faux, il est passé au-delà, il dit tout cela n'est pas important, ce qui compte, c'est ma personne et ce que j'affirme, peu importe que ce soit vrai, que ce soit faux, je vais raconter n'importe quoi. Si ça me permet de gagner les élections, si ça me permet de montrer que je suis le plus fort, alors tout va très très bien. C'est une ère absolument nouvelle et qui peut être parfaitement terrorisante, on va le voir au regard de ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire c'est quand même une affirmation qui dit peu importe la science, donc peu importe la médecine, etc. Et on en arrive à des déclarations absolument délirantes comme je ne sais pas si vous l'avez vu, Trump disant que pour combattre le Covid-19, il suffirait par exemple de s'injecter un produit nettoyant type Javel, et on a vu ce que ça a donné aux États-Unis, les centres antipoison qui ont été sollicités par des milliers de personnes qui commençaient à se demander s'ils ne pouvaient pas boire du gel hydroalcoolique, etc. Bref, à s'empoisonner parce que le président avait raconté strictement n'importe quoi en conférence de presse. Donc, on peut, vous voyez, préférer sa personne, et quelque part, dans un registre plus philosophique, le philosophe Nietzsche qui nous dit, mais si, par exemple, nous étions nés dans une société dans laquelle le mensonge était nécessaire pour la survie, imaginez, par exemple, que vous soyez né comme, par exemple, un mendiant dans une décharge en Inde, par exemple à Calcutta, comme c'est souvent raconté dans des films, si vous n'aviez pas d'autre moyen pour votre survie que de mentir aux touristes, pour les voler, pour leur prendre de l'argent, etc., est-ce que finalement vous n'auriez pas préféré le mensonge à la vérité? Pour finalement vivre, affirmer sa propre personne, est-ce qu'il ne faudrait pas préférer quelque part le mensonge? Alors on peut quelque part admettre Nietzsche, mais on voit immédiatement les conséquences. Les conséquences, c'est d'une part, si nous ne vivons plus que dans le mensonge, le point que nous avons énoncé en B tombe immédiatement, c'est-à-dire que dans ce cas-là, nous ne pouvons plus agir dans le monde. S'il n'y a plus de savoir, alors il n'y a plus de science, il n'y a plus de connaissances, il n'y a plus de médecine, etc., etc. Et puis surtout, et là on reste tout à fait dans ce qu'on disait, si je préfère ma personne, alors ça veut dire que j'en viens à la négation de toute vie sociale. Mon mendiant dans la décharge de Calcutta se prive définitivement de la confiance des autres. Plus aucun touriste ne fera confiance au mendiant s'il a été volé une première fois. Autrement dit, si cette fois le mendiant a besoin des autres, alors il verra sans doute, probablement, les autres se détourner de lui. Si nous voulons vivre avec les autres, si nous voulons constituer du lien social, nous ne pouvons pas nous contenter du mensonge. Car c'est la vérité dans ce que nous affirmons qui nous permet d'introduire une forme de respect avec les autres. C'est parce que nous cherchons nous-mêmes la vérité, c'est-à-dire quelque chose qui vaut pour tous, quelque chose d'objectif, qu'alors les autres peuvent nous faire confiance parce que nous avons fait la démarche qui consiste à s'avancer vers eux. Autrement dit, si nous voulons affirmer notre personne en niant la vérité, nous finirons tout seuls sans les autres. Et une vie d'homme sans les autres est-elle une vie finalement viable? Imaginez que vous ayez été dès le départ rejeté par vos parents,
auriez-vous survécu jusqu'à ce jour? L'homme étant un être sociable, il ne peut pas finalement se défier complètement de la vérité. S'il veut réussir à vivre avec les autres, il a besoin d'établir des moyens de communiquer avec les autres, c'est-à-dire de rechercher ce qui vaut pour tous, c'est-à-dire justement le vrai, la vérité. Il ne peut pas se détourner de cette vérité, ou alors il se détournera de la vie sociale et se condamnera de lui-même. En conclusion, vous le voyez, quel besoin avons-nous de chercher la vérité? Un, parce que la vérité n'est jamais donnée, il faut sans cesse la chercher et la conquérir. Deux, parce qu'en cherchant la vérité, c'est comme ça qu'on se donne les moyens d'avoir une existence plus sûre et plus sereine dans le monde et le réel. Certes, on pourrait se dire que en cherchant la vérité, on néglige sa propre personne et on peut avoir un désir de mensonge, mais on le voit que ce n'est qu'en cherchant la vérité qu'on se donne le moyen de réussir à vivre parmi les autres hommes et donc, une fois encore, d'assurer une existence meilleure.